J'ai reçu, conformément aux dispositions de l'article 88 et suivant du règlement, une demande de débat d'urgence de la part du leader du deuxième groupe d'opposition concernant l'imposition par les États-Unis de tarifs douaniers de 25 % sur les produits canadiens. Le leader du deuxième groupe d'opposition allègue qu'après plusieurs semaines de spéculation et de débats hypothétiques, la menace des tarifs se concrétise, compromettant l'économie québécoise et la stabilité de plusieurs entreprises et travailleurs. Il soutient que l'imposition de tarifs entraînera des répercussions directes sur l'économie du Québec, en ce qu'elle va nuire à la compétitivité des entreprises québécoises, menacer des milliers d'emplois, freiner les investissements, fragiliser les chaînes d'approvisionnement et augmenter le coût de la vie. Le leader du deuxième groupe d'opposition fait également valoir qu'il est essentiel que les élus puissent prendre la parole pour démontrer leur engagement, discuter de solutions et rassurer la population et les commerçants qui ont des inquiétudes face à l'incertitude économique engendrée par les dits tarifs. C'est pourquoi, selon lui, un tel débat doit se faire de manière urgente, et ce, malgré la décision de surseoir à l'application de tarifs annoncée hier. À la lumière des critères qui découlent du règlement et de notre jurisprudence parlementaire, j'en viens au constat suivant quant à la recevabilité de cette demande. Tout d'abord, elle porte sur un sujet précis et d'une importance particulière. La jurisprudence a établi que le sujet doit concerner une crise aiguë et soudaine ou l'aggravation d'une telle crise. Dans le cas présent, bien que la menace d'imposition de tarifs douaniers ait été dans l'actualité depuis un certain temps, cette menace était hypothétique jusqu'à sa concrétisation par le président des États-Unis le 1er février dernier. En ce sens, la mise à exécution de la menace constitue une aggravation soudaine de la situation. Il est vrai que le président des États-Unis a annoncé hier que ces tarifs seront suspendus pour 1 mois, mais cela ne rend pas l'enjeu moins important. Le Québec doit quand même se préparer à leur entrée en vigueur et la crise est toujours sérieuse. Je reviendrai d'ailleurs sur cet aspect dans ma conclusion. Il faut également que le sujet relève de la compétence de l'Assemblée. Cela est clairement le cas ici, comme le démontre la jurisprudence traitant de débats d'urgence sous l'angle de mesures économiques étrangères ayant des impacts sur l'économie québécoise. En effet, bien qu'ils aient une dimension internationale et pan-canadienne, les tarifs douaniers imposés par les États-Unis entraîneront des conséquences tangibles au Québec. Le Québec qui dispose de nombreux moyens d'action financiers et commerciaux afin d'y répondre. La présidence doit aussi se demander si le sujet ne peut ou n'aurait pu être discuté autrement. Elle doit considérer s'il a été abordé dans d'autres circonstances et les occasions prochaines de le faire. Nous en sommes à la première journée où l'Assemblée siège depuis la mise à exécution de la menace des tarifs douaniers. Il s'agit donc de la première occasion dont l'Assemblée disposera pour réellement débattre de cet enjeu. Bien qu'une déclaration ministérielle portera également sur ce sujet dans quelques minutes, il s'agit d'une procédure parlementaire distincte avec un objectif différent qui ne peut se faire qu'à l'initiative de l'exécutif. Ce geste posé par l'exécutif illustre néanmoins l'importance accordée à l'imposition de ces tarifs. Cela m'amène au principal critère de recevabilité qui demeure l'évaluation de l'urgence de tenir un tel débat. Il faut que les circonstances soient exceptionnelles et le sujet d'une importance telle qu'il justifie l'interruption des travaux législatifs et revient à la présidence d'interpréter ce critère. En l'espèce, je considère que la gravité de la situation est d'une telle ampleur qu'elle justifie la tenue d'un débat d'urgence. La population est en droit de s'attendre à une réaction des parlementaires et ces derniers doivent pouvoir s'exprimer sur le sujet. Cela est d'autant plus vrai que j'ai été informée que les parlementaires sont d'accord pour la tenue de ce débat d'urgence. Alors, pour toutes ces raisons, je déclare la demande de débat d'urgence formulée par le leader du deuxième groupe d'opposition recevable. Cela dit,
Oui, monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je vous reconnais. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous vous remercions tous et toutes pour cette décision importante. Dans les circonstances exceptionnelles qui nous occupent, voire historiques, il est essentiel que les élus puissent s'adresser aux Québécois et aux Québécoises au sein de leur Parlement. Merci beaucoup. Et je nous rappelle à toutes et à tous que le débat aura lieu un peu plus tard aujourd'hui. Nous poursuivons les affaires courantes. À la rubrique « Déclaration ministérielle », Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Je tenais aujourd'hui à m'adresser à tous les élus de l'Assemblée nationale et à tous les Québécois parce qu'on fait face à une attaque économique brutale des États-Unis. Une attaque brutale contre le Canada, contre le Québec. Malgré le report des tarifs, la menace plane toujours au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Et l'incertitude créée par M. Trump a déjà des effets négatifs sur l'économie du Canada, sur l'économie du Québec. L'incertitude, c'est un poison pour l'économie. L'incertitude, ça rend frileuses toutes les entreprises qui ont des projets d'investissement. C'est un peu comme si l'économie du Canada et du Québec était sur pause. Je répète qu'on doit commencer à renégocier l'accord de libre-échange avec les États-Unis le plus vite possible. Pas attendre la révision qui est prévue en 2026, mais le faire le plus vite possible pour justement se débarrasser de cette incertitude. L'économie, ce n'est pas anodin. C'est l'économie qui nous permet d'investir en éducation, en santé, dans la culture, de prendre toutes les responsabilités de l'État. L'économie, la création de richesses, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen qui nous permet de pouvoir avancer, de pouvoir aller au-devant de nos ambitions. Notre principal partenaire économique nous menace de nous attaquer. En quelques jours, notre monde a changé. Pour qu'on soit en mesure de passer au travers, il va falloir un énorme effort collectif avec beaucoup de détermination, beaucoup d'endurance. D'abord, sans dramatiser la situation, on ne doit pas se faire d'illusions. Le peuple québécois est un peuple d'exportateurs et 71 depuis plusieurs années de nos exportations se font aux États-Unis. Si l'administration Trump s'entête, ce qui nous attend dans les prochains mois, ce sont des milliers de travailleurs qui risquent de perdre leur emploi. Ce qui nous attend, ce sont des chefs d'entreprise qui vont être obligés de se démener, dans certains cas, pour survivre. Et, Madame la Présidente, j'ai vécu une situation comme ça en 1990, quand j'étais président d'une compagnie aérienne, lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe. On se retrouvait dans une situation où il y avait une explosion par 10 du coût du carburant. On n'était plus capable d'assurer nos avions. Donc, on a pensé y passer. Et donc, je suis très sensible au stress, à l'anxiété que vivent nos dirigeants d'entreprise qui exportent aux États-Unis. Ce qui nous attend, malheureusement, c'est que certaines industries soient frappées de plein fouet. Entre autres, des industries qui font vivre beaucoup de familles dans les régions du Québec. Je pense à l'industrie forestière, je pense à la transformation de l'aluminium, je pense à l'industrie agroalimentaire. On ne va pas se dorer la pilule. Si M. Trump nous impose des tarifs de 25 %, les experts nous prédisent plus de 100 000 pertes d'emplois au Québec. Évidemment, on doit se tenir debout face à l'administration Trump.
Puis on est prêt à le faire, toutes les provinces ensemble. Il y aurait des mesures, donc autant fédérales que de la part du gouvernement du Québec. Mais, Madame la Présidente, on doit faire attention de ne pas se faire mal à nous-mêmes. Je comprends qu'il y en ait qui souhaitent qu'on réplique durement, fortement, qu'on mette des contre-tarifs, dollar pour dollar. Mais on doit garder la tête froide. Il faut être intelligent. Faire mal au gouvernement Trump, oui, mais faire mal à nos propres entreprises, non. Il faut être prudent. Je vous donne un exemple, Madame la Présidente. On importe des États-Unis beaucoup d'intrants. J'ai rencontré des entreprises dans le secteur de l'aluminium, du métal, qui nous disent, si demain matin, on met des contre-tarifs sur nos intrants qui viennent des États-Unis, nos produits finaux seront plus compétitifs. Donc, on ne sera plus capable de les vendre en Europe, partout dans le monde. Donc, il faut être prudent, il faut être intelligent dans notre réplique. Évidemment, ce que tout le monde souhaite, c'est que M. Trump recule. Mais quand on voit aller M. Trump, je pense qu'on ne peut pas se fier là-dessus et penser que c'est ça qui va arriver. Donc, Madame la Présidente, on a le devoir d'entreprendre un long chantier pour rendre notre économie moins dépendante aux États-Unis. Comment on fait ça? Bien, d'abord, il faut se dire qu'on n'est pas démunis. Depuis quelques années, notre économie croît à un rythme plus rapide que celle du reste du Canada. Je l'ai souvent répété, mais il faut quand même le constater. Depuis 6 ans, notre PIB par habitant, donc notre richesse par habitant, a cru plus rapidement que le PIB par habitant du reste du Canada. On a aussi au Québec, on est chanceux d'avoir des instruments d'État qui sont puissants, avec Hydro-Québec, avec la Caisse de dépôt, avec Investissement Québec. On a aussi des institutions financières fortes, comme la Banque nationale, comme Desjardins, dont j'ai rencontré le président hier, puis qui nous promettent leur appui dans cette lutte. On a aussi des compagnies d'assurance, on a nos fonds des travailleurs, la FTQ, CSN, puis on a plusieurs belles institutions qui sont selon le modèle qu'on a appelé le modèle québécois. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose qu'on doit faire à court terme, c'est de se préparer à aider les entreprises à passer au travers, donc aider du côté des liquidités. Mais immédiatement, il faut travailler aussi sur le structurel. On doit déployer l'économie du Québec d'une nouvelle façon. On doit redéployer l'économie du Québec région par région. Dans les dernières décennies, ça a été vrai sous tous les gouvernements depuis des décennies, on a trop misé sur la proximité du marché américain. On a réussi à augmenter les exportations dans le reste du monde, mais avec le boom économique qu'il y a eu aux États-Unis, il y a eu une augmentation importante aussi aux États-Unis. Donc, le 71 % est stable depuis très longtemps. Donc, il faut maintenant redéployer notre économie dans des nouveaux marchés internationaux. Mais avant de parler des marchés internationaux, il ne faut pas oublier le meilleur marché, le marché du Québec. Acheter québécois, c'est ce qui est le plus efficace pour protéger nos emplois. C'est vrai pour le gouvernement, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les consommateurs. Je pense que ça doit être notre premier chantier. On doit miser avant tout sur nous-mêmes. On doit développer ce réflexe de regarder d'abord vers le Québec, d'abord vers nos produits, d'abord vers nos technologies, vers notre savoir-faire. Le deuxième marché d'exportation du Québec, c'est le reste du Canada.
Et on a un chantier, là aussi, il faut bien se l'avouer. On doit augmenter nos échanges avec le reste du Canada. Et oui, on doit travailler à un vrai libre-échange entre les provinces canadiennes. Nos entreprises doivent aussi tout faire pour fabriquer ici au Québec des produits pour remplacer les produits qu'on importe d'ailleurs. Et Investissement Québec est prêt à aider tous les bons projets. Mais on doit aussi redéployer notre économie dans des secteurs où on a des avantages compétitifs. On ne peut pas être bon dans tout, mais on a plusieurs avantages compétitifs. On a développé une expertise en aérospatiale. On a des grandes alumineries. On a des minéraux critiques. On est fort en intelligence artificielle. On est fort en informatique, en électronique, en quantique. Et surtout, Madame la Présidente, on a de l'énergie renouvelable. Ça fait plusieurs années que je travaille à relancer les grands chantiers chez Hydro-Québec parce que je suis convaincu depuis longtemps qu'Hydro-Québec, c'est la plus grande force du Québec. Et on a maintenant un plan ambitieux chez Hydro-Québec pour doubler sa capacité. Ça veut dire qu'on parle du plus grand chantier de toute l'histoire du Québec. Puis on ne parle pas de dans 10 ans, on parle de maintenant. En décembre dernier, j'ai signé une entente avec le premier ministre de Terre-Neuve jusqu'en 2085. Les tarifs qui sont dans ces ententes vont nous permettre d'économiser 200 milliards de dollars par rapport à tous les projets alternatifs qu'on aurait pu faire. Et Madame la Présidente, on entend souvent dire les politiciens pensent à court terme, pensent à la prochaine élection, mais quand on a signé l'entente avec Terre-Neuve, on a d'abord pensé aux prochaines générations. On travaille aussi sur plein de projets au Québec, plein de projets dans l'éolien pour aussi augmenter la puissance des centrales, que ce soit dans le nord du Québec, à La Grande, que ce soit sur la Côte-Nord. Pas plus tard que la semaine passée, j'étais avec les représentants d'une nation Innu puis une MRC pour annoncer un grand projet éolien au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. L'immense chantier d'Hydro-Québec, ça va créer un premier boom économique dans nos régions quand on va les construire. Donc, on parle des prochains mois, des prochaines années. Mais on va avoir ensuite un deuxième boom économique quand les entreprises vont se développer ici au Québec avec un avantage compétitif incomparable de l'énergie renouvelable à bas coût. Et il faut qu'on regarde, qu'on garde les yeux sur les prochaines décennies, sur le long terme. Même s'il y a de la résistance actuellement, l'économie de l'avenir, c'est l'électricité, c'est l'économie verte. Et là-dessus, le Québec est dans une position extraordinaire. Il faut se le dire, il faut en profiter. Donc, bref, on a des faiblesses qu'on traîne depuis des décennies, qu'on doit absolument corriger. Notre productivité, la surréglementation, la bureaucratie, la taxation. On a beaucoup travaillé là-dessus depuis 2018, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Et on a surtout une trop grande dépendance au marché américain. Donc, on a des faiblesses, mais on a aussi des forces, des grandes forces. On a un grand chantier générationnel. On a un grand chantier chez Hydro-Québec, mais on a aussi un grand chantier pour redéployer l'économie de chacune des régions du Québec dans des nouveaux marchés,
mais aussi dans des secteurs où on est capable de gagner. Il va falloir que tout le Québec s'y mette. Aujourd'hui, je tends la main à tous les députés qui siègent ici à l'Assemblée nationale. Je tends la main à nos entrepreneurs, à nos travailleurs, à nos chercheurs, à tous les Québécois. On va avoir besoin de tout le monde dans cette grande corvée. On est ouvert à toutes les idées, toutes les suggestions. Le monde, notre monde, est en train de changer. Je n'ai pas toutes les réponses, mais ce que je sais, c'est qu'on doit se relever les manches, on doit se battre, puis on doit le faire ensemble, intelligemment, à la québécoise. Vive le Québec. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et par souci d'équité, chaque groupe parlementaire pourra s'exprimer durant 15 minutes 12 secondes. Monsieur le chef de l'opposition officielle, à vous maintenant pour vos commentaires. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Évidemment, la menace tarifaire de Donald Trump crée de l'inquiétude partout. Partout au Québec, partout au Canada. De l'anxiété également, non seulement chez nos gens d'affaires, mais de l'anxiété chez les travailleurs, les travailleuses. Il faut s'occuper de notre monde. Je reviendrai sur ce qu'a dit le premier ministre. Aussi important soit le débat, aussi unis pouvons-nous être à cette Assemblée nationale, quand même, les choses doivent être dites. Ce gouvernement est dans sa 7e année. J'aurai l'occasion, durant mon 15 minutes 12 secondes, Madame la Présidente, de faire état, notamment, du degré de non-préparation que ce gouvernement-là nous met devant cette situation-là. Oui. Un gouvernement qui n'a pas fait l'économie d'une priorité, Madame la Présidente. Un gouvernement qui a vu, et je vois que ça réagit beaucoup du côté de la banquette ministérielle, parce qu'on a l'impression de venir briser un peu ce qui voulait être fait aujourd'hui, à savoir une sorte de grand rassemblement, que tout va bien, puis qu'on regarde en avant. On a perdu 7 ans avec la coalition Avenir Québec. Je vous donne une seule statistique, et celles et ceux qui maugraient en face, Madame la Présidente, pourront nous répondre si c'est vrai ou faux. La vérité est que durant les 5 années de la coalition Avenir Québec, la productivité de nos entreprises est à 0,1 0,1 À toute fin pratique, c'est 0 de gain de productivité pour nos entreprises, nos PME. Alors que le premier ministre vient de dire « j'ai pas toutes les réponses », on y en faisait pendant 7 ans, Madame la Présidente, des propositions. On en faisait des propositions. On a sonné l'alarme, Madame la Présidente. Et aujourd'hui, le Québec n'est pas où il aurait dû être, n'eût été de ces années-là, évidemment, de la coalition Avenir Québec. Évidemment, face aux menaces, et j'y reviendrai dans mon 15 minutes, face aux menaces de Donald Trump, Madame la Présidente, force est de constater que hier, le sursis n'est que finalement la fin du premier domino qui est tombé. Il y en aura d'autres dominos. Donald Trump va revenir. Il faut en être conscient. La menace, il y a un sursis quant à la menace, mais dans 30 jours, très exactement, nous nous retrouverons fort probablement comme hier matin, lorsque nous avions, c'était imminent, évidemment, les tarifs qui allaient nous tomber dessus, qui allaient lourdement affecter nos entreprises, nos travailleurs, au Québec et au Canada. Donc, ce sursis fait en sorte aujourd'hui que nous avons 30 jours additionnels collectivement pour se préparer. Et l'opposition officielle libérale va continuer de faire ce qu'elle a fait durant les 6 dernières années, faire des propositions tangibles
et demander des choses très, très concrètes au gouvernement, qu'il agisse, qu'il prépare les choses et qu'il arrête de les subir, Madame la Présidente. Donc, le Canada, le Québec, au premier titre, doit se serrer les coudes. On doit se serrer les coudes. On doit se défendre, puis on doit être meilleur. On doit se serrer les coudes avec nos alliés du Canada. N'en déplaise à certains ici en cette Chambre, le marché économique canadien est un marché extraordinaire. 40 millions d'habitants, Madame la Présidente. C'est 1 300 milliards d'échanges économiques entre le Québec et le Canada annuellement. C'est un peu plus de 3,5 milliards par jour d'échanges économiques. Ce marché, ce grand marché économique canadien-là, nous devons réaliser toute l'importance qu'il a dans nos vies, de façon très tangible. Et un Québec isolé, un Québec seul, pour celles et ceux qui imaginent le grand soir de la souveraineté, ne saurait répondre de façon aussi efficace et aussi déterminante que le marché économique canadien. On l'a déjà dit, nous, libéraux, Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens. On l'a bâti, ce pays-là. Il nous appartient. Puis on a des leviers économiques formidables. Les chiffres sont là, ils parlent. Quand le Canada et le Québec parlent d'une même voix, les États-Unis écoutent, Madame la Présidente. C'est pas pour rien que Donald Trump a décidé de mettre de l'avant un sursis de 30 jours. Il y a eu une réussite là, mais la partie ne fait que commencer. Donald Trump sera là pendant 4 ans. Le long terme, c'est 4 ans. Le moyen terme, c'est peut-être 2 ans, Madame la Présidente, avec les élections de mi-mandat. On verra quels auront été les impacts au sein de nos alliés États américains, des États bleus notamment, tels que New York, faire en sorte de stimuler les échanges diplomatiques. Québec a sa carte à jouer. Québec a sa carte à jouer, mais dans le concert fédéral, dans le concert canadien, où nous devons protéger les intérêts du Québec et parler d'une seule et même voix. Et chacun doit prendre son bâton du pèlerin puis aller porter ce message-là très fort, à l'effet que le Québec et le Canada ne se laisseront pas faire et on saura répliquer. Donc, se serrer les coudes, se défendre et être meilleur pour développer notre économie, aider nos entrepreneurs et développer nos marchés. Je reviens sur se serrer les coudes, préparer l'aide. On se souvient de la pandémie qui nous est tombée dessus, Madame la Présidente, on s'en rappelle tous, le vendredi 13 mars ou le samedi 14 mars 2020, du jour au lendemain. Le gouvernement, à ce moment-là, a mis de l'avant différents programmes. 3 milliards ont été mis de l'avant. Ça s'était fait dans la précipitation. La vérificatrice générale du Québec avait déposé un rapport en novembre 2021, disant qu'il y avait eu des ratés, disant que les critères n'avaient pas été appliqués de façon transparente et que d'une région à l'autre, des critères étaient appliqués de façon différente, ce qui fait que certaines entreprises n'avaient pas eu droit à cette aide-là. Là, le premier ministre, il sait, depuis le 6 novembre dernier, il sait que c'est Donald Trump. Il sait depuis plus de 2 mois que les tarifs la menacent. Et là, il y a un 30 jours de plus pour préparer l'aide, s'assurer que l'aide soit bien ciblée, soit efficace et aide non seulement, évidemment, à soutenir nos entreprises, mais à soutenir aussi, ultimement, nos emplois, les travailleuses et travailleurs du Québec. Ça, c'est serrer les coudes, Madame la Présidente. Et également, sous le chapitre de se serrer les coudes, je reviendrai sur les contre-tarifs, mais le fruit des contre-tarifs, ce qu'Ottawa irait chercher à titre de contre-tarif, doit revenir quant au Québec à des PME, à des entrepreneurs pour soutenir des emplois qui seront identifiés notamment par la part du Québec. Ottawa ne peut pas faire cavalier seul quant à la redistribution du fruit des contre-tarifs. Québec doit être dans le coup. Ça veut dire que le premier ministre doit s'en assurer dès maintenant. Il y a 30 jours pour le faire, s'en assurer dès maintenant. On ne veut pas l'entendre se plaindre dans 2-3 mois, Madame la Présidente, dire que finalement, on n'a pas eu d'entente, puis ce qui se passe, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et il doit assumer la place du Québec au sein de la Fédération canadienne et assumer ce leadership-là. Donc, redistribution des contre-tarifs, Québec doit d'ores et déjà, puis j'imagine qu'il avait déjà commencé à le faire parce qu'il avait été annoncé avant que le sursis ne soit prononcé par Trump, qu'il avait déjà commencé à faire « Voici la vision du Québec. Voici notre réalité sur le terrain et voici comment vous pouvez l'aider. » Et en passant, que 100 du fruit, du produit de ces contre-tarifs-là aille à l'aide directe à celles et ceux qui font face aux impacts de Trump et non pas dans le fonds consolidé, ne serait-ce que partie, c'est important. Se défendre, Madame la Présidente, c'est nos premières demandes. Le premier ministre a dit que l'ALENA devra être révisée en 2026. Ça, c'est l'an prochain. Le premier ministre a dit qu'on ne doit pas attendre. Il faut commencer déjà à s'activer.
premier ministre nous l'a promis 2 fois plutôt qu'une depuis l'élection de Donald Trump, qui allait, exemple, nommer un négociateur en chef. Il ne l'a toujours pas nommé. Je l'avais interpellé ici, en cette Chambre, fin novembre, début décembre. Il avait dit, oui, ça sera fait avant que Donald Trump ne soit assermenté. Ça a eu lieu le 20 janvier. Et aujourd'hui, on n'en a toujours pas le 4 février, le lendemain du sursis de 30 jours. Alors, à un certain moment donné, c'est beau. Les beaux discours, c'est important d'avoir des bons discours, mais il faut agir, Madame la Présidente. C'est une promesse réitérée plus d'une fois par le premier ministre. On n'a toujours pas notre négociateur en chef. Où s'en va le Québec? Également, il faut déployer, intensifier notre offensive diplomatique avec des élus, parce qu'on a des alliés aux États-Unis, avec des élus à Washington, avec des États clés. Je parlais de l'État de New York, le Connecticut, l'Illinois. Ce sont des États bleus, des États démocrates, et ce sont les 3 premiers qui reçoivent nos exportations. New York, Connecticut, Illinois. Il faut s'activer, parler par la diplomatie québécoise. Ça existe, la diplomatie québécoise. Il faut s'activer pour faire en sorte de préparer ce qui risque de se passer dans 30 jours et que pression vienne de l'interne aux États-Unis. On l'a demandé et on ne voit pas de façon tangible et concrète cette activation des relations bilatérales diplomatiques. On doit obtenir du Conseil de la Fédération. On est tous heureux de voir qu'ils se réunissent de façon un peu plus soutenue, mais on doit mettre sur pied une cellule de crise, une cellule qui va préparer la réplique canadienne dans laquelle le Québec pourra avoir une voix forte. Il faut formaliser ces rencontres. Il faut ni plus ni moins qu'avoir une cellule de crise. Et oui, déjà penser au renouvellement de l'ALENA, parce qu'ultimement, pour Trump, c'est ça le gain qu'il voudra, c'est re-signer un ALENA pour lui 2.0. Bien, il faut déjà préparer nos arguments et préparer ce que nous sommes prêts à mettre sur la table, nous, Québécoises et Québécois, être intelligents sur ce qui fait le plus de sens, qui ne nous pénalise pas davantage, nous. Et en ce sens-là, il faut élaborer cette stratégie-là. Être meilleur, Madame la Présidente, une fois qu'on a parlé de se serrer les coudes, de se défendre, bien, il faut être meilleur. Il faut accélérer la diversification de nos exportations. Sous le premier ministre, les exportations du Québec aux États-Unis sont à un peu plus de 73 %, alors qu'elles étaient moindres, autour de 69-70 % avant. Le premier ministre avait promis en 2019, avait parlé de doubler les échanges commerciaux avec la France. 6 ans plus tard, les échanges sont exactement les mêmes, ça snague. En ce sens-là, Madame la Présidente, il faut diversifier nos exportations. Oui, diversifier nos exportations en Europe, en France, mais également développer tout le marché de l'Asie. Et il faut être moins dépendant face aux États-Unis. Pour ça, il faut aider nos manufacturiers exportateurs, il faut aider nos PME par des programmes ciblés qui vont faire en sorte, qui sait qu'aujourd'hui, les jeunes pousses seront des joueurs excessivement importants à l'international. Et déjà, les jeunes pousses sont excessivement importantes ici au Québec, parce que ce sont des gens qui signent des chèques de paie, qui font vivre notre économie. Puis on va en reparler dans le temps qui me reste, Madame la Présidente, du fait que, ultimement, un gouvernement, c'est stimuler l'économie, avoir des finances publiques en ordre, puis donner les services. C'est un échec sur ces 3 chapitres, Madame la Présidente. On ne pourra pas nous faire croire que l'économie va bien, Madame la Présidente, quand on sait qu'au Québec, il y a 940 000 personnes par mois qui sont en ligne devant les banques alimentaires. Imaginez-vous ça, près d'1 million de notre monde en ligne par mois dans les banques alimentaires. Savez-vous aussi que 20 % de ces Québécoises et Québécois ont un emploi? Le contrat social sous la CAQ a été brisé. Vous aviez un emploi jadis, vous pouviez vous en tirer. Aujourd'hui, 20 % de ceux qui sont en ligne d'attente pour les banques alimentaires ont un emploi. C'est sous la CAQ. On ne peut pas dire que l'économie va bien quand on constate ça. On ne peut pas dire que l'économie va bien, Madame la Présidente, quand même au niveau de l'itinérance. Imaginez-vous ça, des concepts qui normalement ne vont pas ensemble, bien la CAQ les aura mariés. L'itinérance, 16 % des personnes qui sont en situation d'itinérance ont un emploi. Pouvez-vous imaginer ça, Madame la Présidente? On ne peut pas dire que l'économie va bien. On ne peut pas dire que le premier ministre nous a bien préparés à ce que l'on vit présentement. Et ça fait des années, il est dans sa 7e année, qu'on martèle ces arguments-là, qu'on martèle ces propositions-là, que l'on fait référence à cela. Le premier ministre a parlé de la foresterie. Il est où le nouveau régime forestier au Québec, Madame la Présidente? Le nouveau régime forestier
c'est 57 000 emplois. On a vu les feux de forêt en 2023. On a vu la nécessité d'avoir un nouveau régime, faire en sorte que l'on puisse tirer notre épingle du jeu. C'est des milliers d'emplois partout en région. Et le nouveau régime, on ne le voit toujours pas, Madame la Présidente. Ça viendrait assurer que l'on peut renforcer le Québec. Vous nous avez attendu, Madame la Présidente, bien avant Donald Trump, ici au Parti libéral du Québec, parler de quoi? Québec d'abord, s'occuper de notre monde. On dirait qu'aujourd'hui, M. le Premier ministre a voulu l'introduire dans son discours. Ça fait maintenant 7 ans qu'on lui dit « Hey, Québec d'abord, occupez-vous de notre monde ». Et les exemples très tangibles que je vous ai donnés, Madame la Présidente, font en sorte que le Québec n'a pas été bien préparé. On pourrait parler, parce qu'il a parlé d'Hydro-Québec, il a parlé d'électricité, Madame la Présidente, alors qu'on sait qu'il a donné 365 mégawatts à Nordvolt, qui était son fer de lance économique. C'est pour ça qu'il faisait de la politique, Nordvolt. Vous me jugerez à l'aune de Nordvolt. Nordvolt, on voit où ça s'en va, Madame la Présidente. Nordvolt, c'est en train de prendre le champ carrément, Madame la Présidente. Et pendant ce temps-là, tu as 365 mégawatts, l'équivalent de la consommation de la ville de Longueuil, qui est gelée parce qu'ils ont signé une mauvaise entente avec Nordvolt. Madame la Présidente, c'est ça le résultat d'un gouvernement qui n'a pas su prévoir, d'un gouvernement qui n'a pas su s'occuper de notre monde. On va répéter les demandes que l'on fait, accroître la productivité. On va répéter les demandes de faire en sorte qu'on ait un régime fiscal beaucoup plus performant, beaucoup plus efficient pour nos PME. On va continuer à demander à ce gouvernement-là de diminuer de façon tangible le fardeau administratif. La FCEI a dit que c'était plus de 730 heures par année pour une PME pour brasser du papier puis de la paperasse. Ça, ce sont des impacts économiques, évidemment, très tangibles. Alors, à ce gouvernement en fin de régime, Madame la Présidente, à ce gouvernement-là, oui, qui fait face aux menaces de Donald Trump, mais c'est collectivement que nous faisons face aux menaces de Donald Trump. Nous allons jouer notre rôle, pleinement notre rôle, du Parti libéral du Québec, le Parti de l'économie, de l'opposition officielle, pour faire en sorte que les 9 millions de Québécoises et Québécois aient voix au chapitre, qu'on puisse bien se préparer au sein de la Fédération canadienne, profiter de notre pays qu'on a bâti, d'un Québec fort, Madame la Présidente, et nous aurons l'occasion de constater la pertinence et l'importance de nos institutions. Ensemble, on va être capable, Madame la Présidente. Bravo! Merci, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Mercier pour ses commentaires. Nous vous écoutons, Madame. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Dans un moment comme celui-là, je ne ferai pas de détour. Il faut appeler un chat un chat. Nous avons devant nous l'Empire américain dans sa version la plus décomplexée. Nous avons devant nous un empereur voyou, un bully de la pire espèce, un intimidateur qui se fiche complètement des lois, des règles et des traités. D'ailleurs, j'entendais le premier ministre dire qu'il veut renégocier l'accord Canada-États-Unis-Mexique, mais Trump, cet accord-là, qu'il a lui-même signé, il ne le respecte même pas. Encore faut-il le renégocier, cet accord-là, dans l'intérêt des Québécois et Québécoises et qu'il soit respecté par Trump. Mais avec Trump, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il y en aura pour dire que l'orage va passer. Il y en aura pour dire que l'oncle Sam va revenir à la raison, que Donald Trump va finir par comprendre que c'est dans l'intérêt de l'économie américaine et du peuple américain de cultiver de bonnes relations avec ses voisins. Nous, les Québécois et Québécoises, on est des gens optimistes, mais on est aussi lucides. René Lévesque disait en 1969, « Il y a deux Amériques. Il y a un visage sombre et ténébreux et il y a un visage lumineux. » Dans les dernières 48 heures, Donald Trump, malheureusement, nous a montré son vrai visage, un visage sombre. Même si la menace d'une guerre commerciale est écartée pour le moment, allons-nous rejouer dans le même film dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Allons-nous rejouer dans ce film-là pendant 4 ans?
C'est impensable. Est-ce que c'est comme ça qu'un ami traite ses amis, à coups de menaces, en faisant du chantage? Pierre Elliott Trudeau disait, lorsqu'il parlait aux Américains, « Être votre voisin, c'est comme dormir avec un éléphant. Quelque douce et placide que soit la bête, on subit chacun de ses mouvements et de ses grognements. » Madame la Présidente, depuis des décennies, on a fait le choix d'un rapprochement toujours plus grand entre le Québec et les États-Unis. On traite chaque conflit comme le bois d'œuvre, comme une petite bosse sur la belle route du libre-échange, comme une petite chicane de couple dans un mariage de raison. À chaque fois que l'éléphant nous dicte quelque chose, on finit par lui obéir en espérant qu'il se rendorme. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le Québec ne peut plus se permettre, comme auparavant, de mettre tous ses œufs dans ce panier-là. Notre économie, nos emplois, notre politique ne peuvent plus dépendre des sautes d'humeur d'un mauvais voisin. Moi, je dis aujourd'hui, ça suffit de subir, ça suffit d'être pris en otage. Nous avons devant nous Donald Trump. C'est une menace, oui, mais c'est aussi un défi pour le Québec. Et c'est à nous de saisir et de relever ce défi. Je disais tantôt que nous, les Québécois et Québécoises, on est optimistes, on est lucides, et j'ajouterais, on est capable. On est le peuple qui a fait la Révolution tranquille, on est le peuple qui a fait Hydro-Québec. Acheter chez nous, c'est possible. Innover chez nous, c'est possible. Notre économie est beaucoup trop dépendante des États-Unis. Tout le monde le dit aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau. Ça fait très longtemps qu'on le dit et qu'on en est conscient, mais on n'a jamais agi. Alors, c'est le temps maintenant de saisir cette crise-là, cette opportunité-là, et de transformer notre économie. Trouvons des marchés, de nouveaux marchés pour les produits qui sont fabriqués ici au Québec. Soyons le meilleur marché pour nos produits, pour les produits d'ici. Et l'exemple, Madame la Présidente, doit venir d'en haut. L'exemple doit venir du gouvernement du Québec lui-même. Les Américains ont une expression que j'aime bien, que je vais dire en anglais, « putting your money where your mouth is », ou, en bon québécois, il est temps que les bottines suivent les babines. C'est le moment, Madame la Présidente, d'arrêter de donner des contrats aux Amazones de ce monde. C'est le moment de se choisir enfin, et je dis ça sans aucune rancune pour le peuple américain qui ne mérite pas ce que le président américain actuel est en train de lui faire subir. On doit aussi être solidaire du peuple américain qui souffre de la situation actuelle et qui risque de continuer à souffrir. Tantôt, je lisais l'éditorial d'une infirmière sur Facebook, Florence Saint-Arnaud, et je la cite. « Comment ça se fait donc que ça prend une pandémie où le power trip monumental d'un président arrogant, dénigrant et littéralement insultant pour notre fierté nationale, pour que le discours sociétal et l'intérêt de la population se tournent vers les entreprises d'ici? » Madame la Présidente, Florence a raison. À chaque crise, à chacune des crises, que ce soit les gouvernements ou le monde économique, le monde des affaires, tout d'un coup, tout le monde découvre en même temps l'achat local, la souveraineté alimentaire, la souveraineté économique. Et tout de suite après, quand la crise se résorbe, on oublie ça et c'est business as usual. Mais le peuple québécois, lui, il est déjà rendu ailleurs. Le peuple québécois, on le sent encore aujourd'hui plus que jamais, il est très mobilisé. Des Florence Saint-Arnaud, comme cette agricultrice, il y en a plein partout dans toutes nos régions au Québec. Alors, quoi qu'il arrive en mars, ne faisons pas l'erreur de revenir au business as usual. Choisissons nos travailleurs et travailleuses. Choisissons nos entrepreneurs. Choisissons nos artisans et artisanes. Choisissons nos agriculteurs et agricultrices. Choisissons le Québec, ce Québec dont nous rêvons, dont je rêve qu'il soit un jour indépendant et qu'il participe avec le Concert des Nations à faire face à des bullies comme Trump. Choisissons-nous, Madame la Présidente. J'ai entendu tout à l'heure le premier ministre dire qu'il était ouvert à toutes les propositions.
Des propositions à Québec solidaire, on en a plein. Des propositions pour l'autonomie alimentaire, pour la souveraineté économique, c'est pas d'hier qu'on en a. Ça fait des années et des années, depuis notre fondation, depuis 20 ans, qu'on a des propositions et malheureusement, très peu, les gouvernements ne les prennent pas en compte. Donc, je veux profiter de cette fenêtre d'ouverture de la part du premier ministre qui dit que toutes les solutions sont bonnes et il veut les entendre. Je l'invite à écouter attentivement le débat d'urgence tout à l'heure et à nous écouter. Et j'espère qu'il va tenir compte de nos propositions. Et j'espère même qu'il va mettre certaines, au moins, de nos propositions en œuvre, parce que c'est comme ça qu'on sortira fort de cette crise. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée de Mercier. Et je cède maintenant la parole à Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition pour ses commentaires. Merci, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, je veux dire que je comprends l'intention du gouvernement de vouloir rassurer les entrepreneurs. J'en suis. Je pense en fait que les 125 députés ici veulent tous le bien de nos entreprises. Tout le monde veut que l'économie du Québec soit une affaire de succès. Mais je dois quand même le dire d'entrée de jeu, j'ai entendu très peu de mesures concrètes, très peu de mesures spécifiques et beaucoup de lieux communs dans ce discours du premier ministre. À ce stade-ci, je pense que les Québécois s'attendent que le gouvernement mette de l'avant un plan et des mesures réfléchies, des mesures adaptées à la situation. Et je constate que dans les 2 premières minutes de ce discours du premier ministre, on retrouve les expressions « attaque brutale »,« menace »,« épée de Damoclès ». On a dit le mot « incertitude » 3 fois, « poison »,« attaquer »,« angoisse »,« frapper de plein fouet », j'en passe. Respectueusement soumis, Madame la Présidente, ce qu'on veut du gouvernement dans les situations délicates et complexes, ce n'est pas qu'il accentue la peur et l'inquiétude, ni qu'il fasse des mises en scène médiatiques comme on l'a connu en temps de pandémie. Ce qu'on veut, c'est de la clarté. Ils ne veulent pas l'entendre, mais je vais le répéter, Madame la Présidente. Ce qu'on veut, c'est de la clarté. De la clarté sur ce qu'on compte faire, de manière à générer ici un débat éclairé et transparent sur la valeur de ces orientations. Madame la Présidente, avant d'intervenir, le Parti québécois a fait ses devoirs. On a rencontré plusieurs gens d'affaires dans les chambres de commerce. On vient de rencontrer le président de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. On a parlé aux syndicats. Et le constat, c'est que des mesures spécifiques, des mesures précises à mettre en place dès maintenant, il y en a, à commencer par la diversification. Diversification, c'est le mot qui devrait guider nos priorités en ce moment, parce qu'on le dit depuis plusieurs années, sans qu'on agisse ici au Québec, le Québec est beaucoup trop dépendant d'un seul marché, en l'occurrence les États-Unis. Près de 75 % de nos exportations internationales sont vers les Américains, et sous la CAQ, cette dépendance s'est accentuée. Elle a passé en 10 ans de 69 à 75 % aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, l'Europe, c'est un maigre 6 %, un minuscule 1,67 % pour la France, un maigre 1 % vers le Royaume-Uni. Et c'est nettement insuffisant dans le contexte géopolitique. Ça crée un environnement de vulnérabilité pour le Québec dans le cadre de négociations comme on connaît en ce moment. Donc l'urgence, c'est pas seulement d'envoyer nos gens aux États-Unis, mais bien de les envoyer aux 4 coins de la planète où il y a une demande pour notre savoir-faire et nos produits, donc le Mexique, l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique. Le Parti québécois propose et offrira sa pleine collaboration pour que l'on mette rapidement sur pied les plus grandes missions commerciales de notre histoire, des équipes Québec pour diversifier nos partenaires commerciaux et nos exportations. C'est tout le personnel diplomatique québécois qui doit être mis à contribution, et ce, dès maintenant. On en parle depuis plusieurs semaines. Il faut mobiliser nos entrepreneurs, nos grandes organisations de travailleurs. En passant, je me suis entretenu avec les grandes centrales syndicales. Elles m'indiquent qu'elles sollicitent depuis plusieurs semaines une rencontre avec le premier ministre sur la question des tarifs. Elles attendent toujours. Donc, parler également aux syndicats.
Parler à toute personne avec un carnet d'adresses susceptible de faire la promotion des entreprises québécoises pour qu'on fasse cette diversification de manière chirurgicale, mais très proactive. Nous avons d'ailleurs une chance inouïe puisque les Européens vont vraisemblablement nous accueillir à bras ouverts. On les écoute dans les derniers jours. Ils nous invitent à fortifier nos liens commerciaux et feront face aux mêmes défis que nous dans quelques semaines à peine. Or, nous n'avons rien entendu de précis de la part du premier ministre dans son allocution. Donc, pas de mission commerciale, pas de date précise, pas de préparation par secteur économique, pas de préparation par région du monde que nous comptons visiter. Je comprends, puis j'ouvre les guillemets, je comprends qu'il affirme vouloir redéployer notre économie dans de nouveaux marchés. Mais le constat, c'est qu'à part cet énoncé général, il n'y a rien de concret, rien de précis. Pour que la diversification de nos marchés ne soit plus qu'un rêve, soit plus qu'un rêve théorique, il faut également encourager fiscalement nos entrepreneurs. Il faut que ça devienne payant d'aller chercher de nouveaux clients dans d'autres marchés. C'est ce qui va permettre de vrais changements de fonds. C'est ce qui va permettre de changer nos habitudes, qui malheureusement sont les États-Unis presque entièrement, et ça depuis longtemps. Donc, à nouveau, on n'entend pas de mesures claires ni précises de la part du gouvernement aujourd'hui. Le Parti québécois propose de créer un réel incitatif à la diversification des exportations en rendant tout nouveau revenu d'exportation non imposable. C'est précis, c'est clair. Nous n'avons rien entendu non plus de précis par rapport à la réduction du fardeau fiscal de nos PME. Il faut privilégier cette avenue de réduction du fardeau fiscal et non pas retourner aux subventions tout azimut et aux programmes d'aide généraux qu'on a connus durant la pandémie. Parce que oui, de nombreuses questions demeurent par rapport à l'efficacité de ces subventions. Où sont allés les centaines de millions à des compagnies bidons et fantômes à l'étranger? Pourquoi est-ce qu'on a refusé d'entamer de quelconque démarche de récupération de ces sommes? Quels étaient les critères de la CAQ lorsqu'elle attribuait des subventions à des entreprises comme le bijoutier Burks, qui a obtenu plus de 10 millions de dollars en aide financière? Subventionner tout azimut ne permettra pas aux entreprises de se réorienter vers de nouveaux marchés, et ça devrait être ça la priorité en ce moment. Donc, de manière générale, nous sommes d'avis que ce gouvernement a beaucoup trop subventionné les entreprises en général depuis les 7 dernières années, et les résultats n'ont pas été au rendez-vous, comme en témoigne un déficit historique de 11 milliards de dollars. Il faut donc changer d'approche et réduire le fardeau fiscal, particulièrement de nos PME. Je n'ai rien entendu de concret en ce sens. Il faut également rapidement mettre sur pied un grand plan de réduction de la bureaucratie et de la paperasse, de manière à ce que ces entreprises se concentrent sur cette adaptation, sur cette nouvelle mission. À nouveau, je n'ai rien entendu de spécifique ou de concret de la part du gouvernement. Que des affirmations générales et assez floues. Madame la Présidente, j'invite également le gouvernement à considérer de réindustrialiser le Québec pour nous donner une économie basée sur des circuits courts et des produits faits ici au Québec. La Fédération des chambres de commerce du Québec a identifié 40 opportunités au sein de 6 industries dans lesquelles le Québec pourrait être compétitif. J'aimerais entendre de la part du premier ministre qu'on va continuer en ce sens-là et nommer spécifiquement quel est le plan de match à ce niveau-là, parce que ça ferait une différence énorme dans la santé de notre économie. En ces temps d'incertitude, Madame la Présidente, il y a quand même des évidences. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre devant un grand défi. Le Québec vient de faire le pire déficit de son histoire à 11 milliards, notamment parce que ce gouvernement a dépensé sans compter, et ce 11 milliards de déficit, c'est ni la faute de Donald Trump, ni la faute de la pandémie. Ce déficit est grave au point d'amener le gouvernement à faire des coupures dans toutes les directions en ce moment, santé, éducation, services sociaux, et donc le Québec a peu d'espace, peu de marge de manœuvre vis-à-vis les défis qui s'en viennent. Augmenter ce déficit, qui est déjà historique à 11 milliards, amènerait potentiellement une décote, amènerait potentiellement le Québec dans une spirale vers le bas, dans le cadre duquel notre coût d'emprunt augmenterait à nouveau. Ce n'est donc pas une option. Nous l'avons demandé à plusieurs reprises et on le redemande. On veut que le gouvernement fasse preuve de transparence et nous présente rapidement son plan de compression pour chacun des ministères touchés
par les coupures actuellement. Et s'il a l'intention de subventionner des entreprises advenant l'imposition de tarifs par les Américains, il doit le faire de manière transparente, de sorte qu'on puisse évaluer l'impact sur nos finances publiques très fragiles et l'impact sur d'autres coupures en santé, d'autres coupures en éducation, d'autres coupures dans les services sociaux qui ont déjà lieu en ce moment. En termes clairs, peu importe la teneur des événements qui auront lieu avec nos voisins du Sud dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, il n'est pas question de retourner dans un environnement similaire à ce que nous avons connu durant la pandémie, et ce, d'aucune manière. En clair, on ne reviendra pas à la gouvernance par décret, on ne reviendra pas à des subventions tout azimut dans un environnement où il y a très peu de reddition de comptes. On a particulièrement besoin de transparence et de reddition de comptes dans les circonstances très fragiles que sont les nôtres, qu'est la nôtre. Si le premier ministre doit jouer son rôle, cela signifie que les oppositions doivent également jouer leur rôle, parce que dans trop de dossiers, les Québécois ont fait les frais de l'improvisation caquiste, et à 11 milliards de déficit, il n'y a plus d'espace pour de l'improvisation qui vire au vinaigre. Le Parti québécois va continuer de faire des propositions et d'être constructif, comme on l'a fait dans les dernières semaines, mais on ne s'empêchera pas de faire notre travail lorsque les orientations ou les déclarations du gouvernement sont potentiellement problématiques. Le premier ministre doit l'accepter et le comprendre. On ne peut absolument pas retomber dans une forme de pensée unique où toute remise en question des orientations de la CAQ était vue comme un manque de solidarité envers le Québec. Je crois que toute cette Chambre a à cœur le Québec. En plus, bien plus encore, a à cœur ses travailleurs, ses entrepreneurs. Mais on peut avoir des différences de point de vue très légitimes en ces temps difficiles. Réfléchir et proposer, ce sont les bases de notre démocratie et c'est encore plus important quand les situations sont complexes. Assumons ces principes fondamentaux de la démocratie. Donc, en conclusion, Madame la Présidente, je veux m'adresser directement aux entrepreneurs et aux travailleurs qui vivent un moment d'incertitude pour les prochaines semaines. Sachez que nous comprenons que c'est une situation exigeante et sachez que notre rôle comme député, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour générer des solutions pragmatiques le plus rapidement possible. Et donc, le Parti québécois, comme les autres partis d'opposition, j'en doute pas, vont redoubler d'ardeur pour trouver les solutions les plus susceptibles d'aider l'entrepreneuriat, d'aider également notre capacité à s'adapter. Nous croyons que la solution, elle passe par là essentiellement. Laissons les entrepreneurs et les travailleurs du Québec travailler. Enlevons tout ce qu'il y a d'embûches et faisons-leur confiance. Nous ne serons pas déçus. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Maintenant, Monsieur le Premier ministre, souhaitez-vous vous prévaloir de votre droit de réplique? Parfait. Alors, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, il n'y a pas de présentation de projet de loi. Article 32, je vous invite au silence. À la rubrique dépôt de documents, Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de déposer le rapport annuel 23-24 du Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement transitoire. Merci. Oui. C'est un petit peu bruyant ici. Nous allons poursuivre. Madame la ministre des Affaires municipales. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, permettez-moi de déposer le rapport de mise en œuvre de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022, prolongée jusqu'en 2024, ainsi que la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2025 et 2029. Merci, Madame la Présidente. Ces documents sont déposés à cette étape-ci. Les députés ont le droit d'applaudir. Monsieur le leader du gouvernement. Bonjour, Madame la Présidente. Je dépose les réponses aux questions inscrites au feuilleton le 28 novembre 2024 par les députés de Darcy McGee et de Jeanne-Mance-Vigée. Et je dépose également la réponse du gouvernement à la pétition déposée en Chambre le 20 novembre 2024 par la députée des Mille-Îles. Merci. Ces documents sont déposés. Pour ma part, je dépose le nouveau diagramme de l'Assemblée en date d'aujourd'hui.
Et j'ai reçu préavis d'une motion qui sera inscrite dans le feuilleton de demain aux affaires inscrites par les députés de l'opposition. Conformément à l'article 97.1 du règlement, je dépose copie du texte de ce préavis. À la rubrique dépôt de rapport de commission, Monsieur le Président de la Commission de l'aménagement du territoire et député de Drummond-Bois-Franc. Merci, Madame la Présidente. Alors, je dépose le rapport de la Commission de l'aménagement du territoire qui, les 28, 29, 30 janvier 2025, a tenu des auditions publiques dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi numéro 86, loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. Ce rapport est déposé. Madame la Présidente de la Commission des Transports et de l'Environnement et députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Madame la Présidente. Je dépose le rapport de la Commission des Transports et de l'Environnement qui, les 28, 29 et 30 janvier et du 4 février 2025, a tenu des auditions publiques dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi numéro 81, loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement. Ce rapport est déposé. Il n'y a pas de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je cède maintenant la parole, en question principale, au chef de l'opposition officielle. Parfait, Madame la Présidente. Alors, après le beau discours, on va tester maintenant la résolution du gouvernement, puis voir si c'est un gouvernement pertinent ou pas, parce que là, ça fait 7 ans qu'on perd. On a des questions précises. J'espère qu'on va avoir des réponses précises aujourd'hui. J'espère que le premier ministre y est prêt, parce qu'il y a des Québécoises et des Québécois qui ont souffert sous ce gouvernement-là d'ici, Madame la Présidente, pendant 7 ans. Un instant. Je suis debout. Article 32, article 37. Demeurez assis. Gardez le silence. Je vous vois, je vous entends. C'est moi qui fais un appel au règlement. Je vous demande de respecter le décorum. C'est la période des questions. Une seule personne a le droit de parole ici. C'est le chef de l'opposition officielle et on l'écoute. Oui, Madame la Présidente, puis on va prendre la parole pour défendre les 9 millions de Québécoises et Québécois qui ont été abandonnés sous ce gouvernement-là, qui a affaibli l'économie puis qui a mis à mal les finances publiques, Madame la Présidente. Aujourd'hui, on se retrouve, gros gens comme devant Donald Trump, Madame la Présidente. C'est ça, le bilan de la coalition Avenir Québec. On a des questions très précises. Ça fait des années qu'on lui pose des questions puis qu'on a toujours de l'à peu près, puis qui dit « ça va venir, découragez-vous pas ». Mais là, Madame la Présidente, on a besoin qu'ils se ressaisissent pour les 2 seules années qui leur restent. Alors, question, Madame la Présidente. Le premier ministre a déclaré sur X, je le cite, « On va rediriger les travailleurs qui vont perdre leur emploi vers d'autres secteurs porteurs d'avenir. » Hydro-Québec, par exemple. On sait que sur le terrain, la Fédération des chambres de commerce, la PDG Véronique Proulx, a affirmé le 31 janvier, je la cite, comme employeur, les gens ont travaillé très, très fort pour attirer et retenir les travailleurs. Advenant qu'il y ait des mises à pied, on espérait pouvoir les garder et les former. Alors, Madame la Présidente, comme il est en train de préparer des programmes pour soutenir notamment les emplois, peut-il confirmer que son principal facteur, ce ne sera pas de transférer job à Hydro-Québec, mais de soutenir les emplois? Réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. Bon, d'abord, revenons aux faits, là, parce que dans l'introduction, on nous disait qu'on avait mal réussi. La vérité, c'est que quand on regarde 2003, quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, quand on regarde le PIB par habitant, il y avait un écart de 20 % avec le reste du Canada. 15 années plus tard, il y avait toujours un écart de 20 %. Donc, 0 progrès en 15 ans. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? En 2024, on est passé de 20 % d'écart à 14 % d'écart de PIB. Pourquoi? Parce que l'économie du Québec a eu une croissance plus grande que celle du reste du Canada, ce qui n'était pas arrivé pendant les années libérales. Maintenant, Madame la Présidente, je l'ai dit tantôt, puis je vais le répéter, déjà, on a des programmes chez Investissement Québec pour augmenter la productivité, pour diversifier les marchés, pour être capable de voir quels sont les nouveaux produits qu'on est capable de fabriquer au Québec. Mais, Madame la Présidente, il faut être réaliste. On n'arrivera pas demain matin à remplacer tous les produits qui sont exportés aux États-Unis par des exportations en Europe, en Asie. Donc, pendant la période intérimaire, ce qu'on dit, c'est qu'on va demander
aux employés, par exemple, du secteur manufacturier qui risquent de perdre leur emploi, de se requalifier pour aller travailler sur la construction de nouveaux barrages ou de rehaussement de barrages. Première complémentaire. OK. À la toute fin, on commence à avoir un début de réponse à notre question. Si je comprends bien, le premier ministre, puis il me corrigera si je l'ai mal compris, son programme d'aide ne sera pas pour conserver les emplois dans nos industries, mais ce sera pour les requalifier parce qu'il y a un problème de 35 000 travailleurs pour l'hydroélectricité. Est-ce que son programme d'emploi sera d'abord et avant tout principalement pour maintenir les emplois de notamment nos manufacturiers exportateurs, nos industries, ou ça va être de la requalification pour aller boucher d'autres emplois? La réponse du premier ministre. Bon. Madame la Présidente, le Québec exporte chaque année 87 milliards de dollars de produits aux États-Unis. S'il y a des tarifs de 25 c'est assez clair qu'on ne sera pas capable, à court terme, de remplacer tous les emplois qui étaient reliés aux exportations américaines. Évidemment, on travaille déjà avec toutes les entreprises manufacturières à diversifier les marchés. Ça veut dire exporter plus dans le reste du Canada, exporter plus en Europe, en Asie. Nos délégations, déjà, sont orientées, puis je leur ai dit depuis que je les rencontre depuis 6 ans, exportation. Deuxième complémentaire. Compris, Mme la Présidente, le raisonnement du premier ministre quand il dit que quand il y aura un tarif de 25 ils vont perdre les emplois. Tout ce qui va nous rester à faire, ça va être de les envoyer ailleurs puis de les requalifier, plutôt que de prévoir ce qu'ils demandent. Les manufacturiers exportateurs le demandent, les industries le demandent. Ayez un programme, pas de requalification. Dès qu'un emploi est en péril, on vous sort de là puis on vous envoie ailleurs parce qu'en passant, on n'avait pas prévu les 35 000 emplois nécessaires pour Hydro-Québec et compagnie. Ce qu'ils veulent, c'est un programme de maintien en emploi le temps que la reprise soit là. Est-ce que ça La réponse du premier ministre. Bien, là, ce que je comprends, c'est que le Parti libéral dit, supposons qu'on perd 100 000 emplois parce qu'on n'exporte plus aux États-Unis. Ce que propose le Parti libéral, c'est de payer tout ce monde-là pour rester en emploi. Madame la Présidente, on va faire tous les efforts possibles pour être capable de remplacer des produits qu'on importe, pour être capable de diversifier nos marchés, pour être capable, dans certains cas, que des entreprises manufacturières changent de produits, manufacturent d'autres produits. On est en contact avec eux autres, Investissement Québec, la Caisse de dépôt, le ministère de l'Économie. Troisième complémentaire. Je vais l'aider. Je vais reciter Véronique Proulx, PDG de la FCCQ, 31 janvier. Écoutons-le bien. Comme employeur, les gens ont travaillé très, très fort pour attirer et retenir les travailleurs. Advenant qu'il y ait des mises à pied, on espérait pouvoir les garder et les former. Fin de la citation. Madame la Présidente, c'est pas compliqué à comprendre. Les manufacturiers exportateurs, nos industries, nos entreprises veulent garder leurs employés. Veulent pas se faire dire « Ah, bien, il m'en manque 35 000 ailleurs, on va les... » La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, comme l'a expliqué la ministre de l'Économie, il y aura 2 étapes. Dans une première étape, il y aura des liquidités qui seront offertes aux entreprises pour maintenir le plus possible d'employés en poste. Par contre, si les tarifs de 25 se maintiennent pendant plusieurs mois, bien, il va falloir effectivement être capable de travailler à diversifier, puis oui, reformer dans d'autres secteurs les travailleurs qui, malheureusement, étaient attachés aux exportations américaines. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marguerite-Bourgeoys. Madame la Présidente, en 2018, on a laissé un surplus de 7 milliards et des services publics solides. On a laissé la marge de manœuvre nécessaire pour affronter les crises. Depuis, la CAQ a dilapidé les finances publiques, épuisé nos réserves et laissé un déficit record, affaiblissant nos services et notre résilience. La CAQ sera jugée comme gouvernement qui a gaspillé notre marge de manœuvre et n'a rien fait pour améliorer la productivité. Depuis 5 ans, aucun gain de productivité, rien, zéro. Pourtant, plus de productivité, c'est plus de richesse, plus de revenus pour l'État. Le Parti libéral a proposé des solutions, mais la ministre ne semble pas comprendre l'ampleur du problème. Comment la ministre va relancer notre productivité?
comment va-t-elle définir le succès? Parce que 0, là, c'est 0. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. On l'écoute. Oui, merci, Madame la Présidente. On le sait, la productivité, c'est un enjeu de longue date qu'il y a pour l'économie québécoise et je dirais l'économie canadienne. Quand on se compare aux États-Unis, c'est sûr que le niveau de rehaussement de la productivité n'a pas été le même. Et je dirais que c'est un enjeu marqué aussi depuis la pandémie. Et à l'intérieur même du Canada, bon, le Québec a besoin de rehausser sa productivité. Alors, c'est un problème qu'on avait ciblé déjà et pour lequel on déploie des efforts considérables. Avec Investissement Québec, il y a un accompagnement qui est fait auprès des entreprises pour les amener à investir davantage dans les technologies, dans les nouvelles technologies, de manière à rehausser leur niveau de productivité. Et on a développé une enveloppe l'automne dernier, on l'a annoncé en novembre dernier, une enveloppe, Madame la Présidente, de 4,5 milliards de dollars, portée par Investissement Québec pour accompagner les entreprises d'une manière encore plus marquée pour rehausser la productivité. Alors, c'est une enveloppe qui va être déployée au cours des 3 prochaines années. Et il y a 2 volets intéressants pour lesquels je pourrais revenir en complément. Première complémentaire. C'est écrit noir sur blanc, page D6 du budget, aucun gain de productivité en 5 ans. Une économie en mauvaise posture sous ce gouvernement-là, Madame la Présidente. Pour renverser ce désastre, on doit encourager nos PME à investir, stimuler la recherche et développement et l'innovation. Je l'entends, la ministre, Madame la Présidente, mais je n'entends pas comment elle va définir la réussite de son programme. Comment définissez-vous le succès? Parce que 0, c'est... Réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente. Alors, le programme d'Investissement Québec se déploie de 2 manières. D'une part, on veut aider financièrement les entreprises à procéder à des investissements dans les technologies. Et ça passe par des aides financières qui débutent à 250 000 $. Il y a des moratoires également pour ce qui est du remboursement, pouvant aller jusqu'à 48 mois. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant pour inciter les entreprises, parce qu'on sent qu'il manque parfois d'élan pour aller de l'avant avec des investissements. On sait que ce sont des investissements importants, alors on est là pour les accompagner. Et il y a également une aide qui se fait à travers l'accompagnement par les experts d'Investissement Québec auprès des entreprises pour les aider à adopter la bonne approche et à déployer les bonnes mesures pour faire en sorte de rehausser la productivité. Deuxième complémentaire. C'est un problème qui nous frappe tous, Madame la Présidente. Fait qu'au lieu de choisir les gagnants, le gouvernement devrait aider toutes nos entreprises. Je veux une mesure concrète, une simple, puis je vais vous en proposer une. Une fiscalité optimale pour nos PME. Ça, c'est la façon de faire pour aider toute l'économie en même temps, parce qu'on va toutes faire face aux tarifs de Donald Trump. Est-ce que la ministre comprend que la fiscalité optimale est la solution? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, je m'étonne que le collègue veuille qu'on aide toutes les entreprises, parce qu'en fait, ce programme-là, chez Investissement Québec, il est accessible à l'ensemble des entreprises qui souhaitent s'investir dans une démarche de rehaussement de la productivité. Et j'aimerais rappeler à ce sujet-là qu'Investissement Québec, 91 % de ses interventions sont faites auprès de PME, sont faites auprès d'entreprises ayant moins de 200 employés. Et plus de 40 % de ces interventions sont faites auprès d'entreprises ayant moins de 20 employés. Alors, c'est dire à quel point l'approche d'Investissement Québec rejoint tout le monde et on engage l'ensemble des entreprises, on les invite en fait à s'investir davantage dans le rehaussement de la productivité et on a les outils pour ce faire. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la Présidente, la période de 30 jours avant les possibles tarifs, c'est un sursis et rien de plus. On ne peut pas se permettre de les gaspiller. C'est vrai au niveau des règles interprovinciales, c'est vrai au niveau de l'allègement bureaucratique et fiscal, de la productivité, mais Madame la Présidente, c'est vrai au niveau de notre régime forestier aussi. Nos compagnies forestières sont déjà dans une situation plus que précaire. Elles paient des tarifs de 15 % aux Américains, mais en plus, on a beaucoup de règles internes ici au Québec qui empêchent nos entreprises d'être compétitives. Et tout le monde ici là, est d'accord, il faut moderniser le régime forestier. La CAQ l'a promis en 2018, ça n'a pas été fait. Ils l'ont promis en 2022, ça n'a pas été fait. La ministre a promis de le faire avant l'élection. L'industrie s'est fâchée. Là, elle promet de le faire cet hiver, mais on l'attend encore.
Là, ça presse plus que jamais. Si on ne fait pas les changements nécessaires, nos compagnies n'ont aucune chance le jour où Donald Trump impose ces nouveaux tarifs. Qu'est-ce que la ministre attend pour aller de l'avant avec une réforme? La réponse de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Madame la Présidente. Je suis contente de pouvoir me lever pour parler de cette filière si importante pour l'économie de nos régions, l'économie du Québec, et oui, qui est en ce moment touchée déjà par des tarifs, par des droits compensateurs en raison du conflit du bois d'œuvre. Madame la Présidente, je pense qu'il faut rectifier certaines situations, puis moi, je suis en contact avec l'industrie depuis 2 ans, depuis que j'ai été nommée. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'il faut moderniser effectivement le régime forestier, et c'est ce que je fais en ce moment. Et vous savez quoi, Madame la Présidente? Pourquoi on en est là aujourd'hui? C'est le régime forestier adopté par le gouvernement libéral. Au jour 1, on m'a répété que depuis l'adoption de ce régime-là, l'environnement d'affaires n'est pas bon. Ils ont des problématiques avec leur compétitivité en raison de ce régime forestier. Madame la Présidente, je suis engagée à moderniser le régime. On est en action. Et oui, des changements vont être apportés, mais on n'est pas les bras croisés, Madame la Présidente. On a mis en place cet automne une aide financière pour soutenir les entreprises, 100 millions qui ont été annoncés pour soutenir celles qui sont victimes de ces droits compensateurs. Alors, Madame la Présidente, moi, j'ai un tableau. J'ai un tableau aussi. On aime démontrer avec des chiffres ce qu'on fait. Pour la moyenne par année sur 4 ans... Première complémentaire. Madame la Présidente, il n'y a pas personne qui pense que les solutions avancées il y a 15 ans, c'est encore celles dans un nouveau marché aujourd'hui. Mais la ministre est là, son gouvernement est là depuis 7 ans et ils ne l'ont pas changé, le régime forestier. Elle nous promet la même chose, mais elle ne le fait pas. Juste dans les derniers mois, là, il y a des usines qui ont fermé dans les Laurentides, en Outaouais, en Haute-Mauricie, au Lac-Saint-Jean, puis j'en passe. Il y a des centaines et des centaines de travailleurs qui ont perdu leur emploi et ça n'a pas fait avancer la ministre. Les tarifs, là, ça va être le dernier clou pour bien des usines. On a 30 jours pour les protéger, c'est tout. Allez-vous déposer votre réforme? La réponse de la ministre. Je pense que c'est ma collègue, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, qui le dit souvent, le sans-gêne libéral, dès le jour 1, les partenaires de la filière ont dit combien c'était un régime qui n'allait pas fonctionner. Et aujourd'hui, on doit encore une fois corriger les erreurs du Parti libéral. Mais là, je vais revenir à ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. 100 millions qu'on a annoncés dès cet automne, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, pour soutenir donc les entreprises qui vivent en ce moment avec des tarifs. Donc, les impacts des tarifs, ils les ont. Et sur la moyenne par année sur 4 ans, donc on a fait une moyenne du gouvernement, les investissements du gouvernement libéral, du gouvernement de la CAQ, on est à 433 millions de dollars qu'on soutient pour les entreprises de la filière pour se moderniser. Et on est Deuxième complémentaire. Il ne faudrait pas faire la moyenne des usines qui ont fermé au cours des dernières années. Madame la Présidente, là, les travailleurs de la forêt, ils ont entendu le premier ministre dire vous pourrez travailler sur des barrages, vous pouvez travailler sur des nouveaux projets d'école en banlieue de Montréal. Mais si vous habitez à Latuc, à Maniwaki ou ailleurs, Madame la Présidente, là, le choix numéro 1, c'est pas de s'expatrier en banlieue de Montréal pour aller travailler ces projets d'école, c'est de travailler chez eux. Est-ce que la ministre peut démontrer une écoute de tous ces gens-là qui, pendant des années, se battent pour un nouveau régime forestier, puis le déposer tout de suite? Pas de bravo. La réponse de la ministre. En termes d'écoute, Madame la Présidente, je ne pense pas avoir de leçons à avoir du Parti libéral. Ça fait qu'ils ont été 15 ans au pouvoir et les changements qu'ils ont apportés ont été décriés dès le départ. Ça fait 2 ans, on a eu des feux de forêt, j'ai consulté les parties prenantes. On est prêt à déposer un régime forestier bientôt. Effectivement, on souhaite cette modernisation. Et ce que j'entends de la part du Parti libéral, je suis contente de l'entendre, ils vont vouloir donc nous aider, ils vont collaborer pour l'adoption d'un projet de loi si important pour nos régions, pour nos travailleurs, pour l'économie du Québec. Je m'attends à une collaboration de leur part. Je serai très heureuse de pouvoir parler plus en détail avec eux. Et je voulais d'ailleurs les inviter à collaborer dans les prochains jours à l'élaboration du projet de loi. Donc, s'ils veulent répondre à mon invitation, ce sera avec plaisir. En question, mon Dieu, qu'il y a de l'électricité dans l'air aujourd'hui. En question principale, c'est de l'amour, oui. Je vous entends, vous aussi. En question principale, on reprend notre sérieux. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Avec raison, Madame la Présidente, à peu près tout le monde au Québec est inquiet des tarifs de M. Trump. Mais il y a à peu près autant de monde inquiet par ce qui se passe en santé en ce moment. Les gens de l'Outaouais qui devraient avoir un test pour la résonance magnétique en 3 mois, mais qui l'ont en 20 mois, sont très inquiets.
Les gens à Trois-Pistoles, où le gouvernement menace de fermer leur urgence de nuit, ils sont très inquiets. Les gens en Abitibi, où le gouvernement ferme des programmes qui fonctionnent très bien en matière de santé mentale, sont inquiets. Les gens à Montréal qui voient leurs soins à domicile diminuer sont inquiets. Les gens partout au Québec qui voient leur chèque d'emploi-service coupé sont tous très inquiets. Madame la Présidente, comment un premier ministre qui a promis de faire aucune coupure en santé, pas plus tard qu'en avril, comment il peut justifier 1,5 milliard de coupures en 4 mois? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je commencerai aujourd'hui, je pense qu'il y a une question aussi de bien mettre les choses au clair. J'ai beaucoup de respect pour le travail du député de Pontiac, puis je comprends le rôle de l'opposition. Je ne suis pas certain que c'est toujours la bonne approche, mais je le respecte. Je le respecte. Par contre, Madame la Présidente, j'aimerais parler aux Québécois puis leur dire une chose. Dans le réseau de la santé, là, tous les jours, on sert plus de 125 000 personnes tous les jours. Ça veut dire aux urgences, ça veut dire dans nos cliniques, ça veut dire dans nos CHSLD, etc., etc. Et en plus de ces 125 000 personnes, on sert plus de 400 000 personnes annuellement en soins à domicile. Est-ce que dans ces temps difficiles-là, où on est en train de faire une transformation du réseau de la santé, est-il normal qu'il y ait des endroits où ça est moins bien que d'autres, puis qu'on soit capable de citer comme aujourd'hui, et comme le fait souvent le député de Pontiac? Je vous le dis, je respecte ça, c'est son rôle. Moi, savez-vous, c'est quoi mon rôle, Madame la Présidente? C'est de faire fonctionner le réseau, faire la transformation que les Québécois s'attendent, puis c'est ça qu'on va continuer à faire, parce qu'il faut faire les changements qui sont nécessaires. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Première complémentaire. Le rôle du ministre de la Santé, c'est aussi d'être transparent avec la population. Et la semaine dernière, il nous a dit jamais on a demandé au réseau de couper 1,5 milliard en 4 mois. Le problème, c'est que tout le monde, y compris Santé Québec, y compris sa PDG, avait compris exactement ça. Pire, Madame la Présidente, le ministre et Santé Québec ont appris dans le journal qu'il y aurait des cibles spéciales de coupure pour certaines régions. Alors là, tout le monde est mêlé. Les patients font les frais parce que les gestionnaires ne comprennent pas la commande du gouvernement, ce qui peut s'expliquer. La réponse du ministre. Madame la Présidente, je vais être très clair. Là. Moi, je parle à la direction de Santé Québec 2 à 3 fois par semaine dans les moments qu'on vit en ce moment. Je pense qu'ils comprennent très bien où on en est rendu. Ils comprennent très bien ce qu'on a à faire. Fait que je ne sais pas à quoi réfère le député de Pontiac, mais moi, je pourrais vous dire que nos commandes sont très claires au niveau de Santé Québec. On leur a demandé de transformer le réseau. Je vous ai dit plusieurs fois, Madame la Présidente, puis je me permets de répondre encore aujourd'hui, oui, on a dit qu'il y avait des fermetures de postes. C'est normal. On doit réorganiser le réseau. On a trop de gens qui travaillaient 2 jours de semaine et on doit avoir des gens qui travaillent de soir, de fin de semaine. Qu'on aime ou pas cette réponse-là, Madame la Présidente, c'est la réalité. C'est ça qu'on a demandé à Santé Québec de faire. Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Parfait, Madame la Présidente. Le ministre vient de dire qu'on vit dans la réalité. Bien, parfait. On va demander au premier ministre quelle est la réalité caquiste. Là, avant les fêtes, c'était clair et reconnu. C'était 1,5 milliard de coupures en santé. On présentait ça comme disant il faut qu'ils respectent les budgets. C'était 1,5 milliard. Là, le ministre, dans les derniers jours, dernières semaines, fin janvier, a fait volte-face. Ça serait plus 1,5 milliard. Oui. Alors, on va demander au premier ministre combien les coupures en santé? Combien? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'invite le chef de l'opposition officielle à aller revoir la mise à jour du ministre des Finances qui a été déposée l'automne dernier, la page E42. Il va voir qu'il y a toujours une augmentation de prévue pour le budget du ministère de la Santé. Maintenant, Madame la Présidente, je pense que le ministre de la Santé a été assez transparent. Il y a eu des dépassements au-dessus de ce qui a été accordé au réseau de la santé. Il est en train de voir comment on peut se rapprocher du budget qui est en croissance. Puis, Madame la Présidente, c'est important de le rappeler, depuis 6 ans, le budget de la santé a augmenté de 50 %. C'est jamais vu. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Il y a 10 jours, Amazon a fermé ses 7 entrepôts au Québec. Jeff Bezos traitait déjà ses employés québécois comme de la chenoute. Maintenant, il les jette à la rue comme des vieux Kleenex.
Encore une fois, une multinationale américaine préfère fermer au lieu de négocier avec ses travailleurs et travailleuses québécois. Et le pire dans tout ça, Madame la Présidente, c'est que cette multinationale reçoit des contrats publics et de l'argent public. Quand Amazon s'essuie les pieds sur les travailleurs et travailleuses du Québec, Amazon ne mérite pas de tapis rouge de la part du gouvernement. Les employés licenciés demandent au gouvernement de fermer le robinet d'argent public, de l'argent des Québécois, vers Amazon. Contrats pour les données, achats gouvernementaux, tout ça doit cesser. Est-ce que ça gêne le premier ministre que son gouvernement fasse encore affaire avec Amazon? Est-ce que c'est ça qu'on veut encourager au Québec de la part d'entreprises étrangères qui traitent mal nos travailleurs ici au Québec? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je suis d'accord avec la chef du deuxième groupe d'opposition. Ce qu'a fait Amazon, c'est inacceptable. On n'a même pas été avisé qu'il y aurait des mises à pied. C'était fait de façon sauvage. Maintenant, Madame la Présidente, j'ai demandé à la présidente du Conseil du Trésor de revoir les contrats avec Amazon. Évidemment, il faut faire attention là, pour ne pas avoir un boomerang où Amazon gagne parce qu'on casse un contrat. On va regarder d'abord pour les prochains contrats. On va essayer d'éviter Amazon. Puis on est en train de regarder si on peut briser effectivement les contrats avec Amazon. Il faut regarder aussi c'est quoi les alternatives. C'est quoi les alternatives? Il ne faut pas, comme je le disais tantôt dans ma déclaration, il ne faut pas se faire plus mal que le mal qu'on essaye de faire à la gang de M. Trump. Première complémentaire. Je suis vraiment contente. On est pas mal d'accord ces derniers temps avec le premier ministre et moi. Donc là, ce que je vais lui proposer, puis j'aime beaucoup mieux sa réponse maintenant que sa première, qu'il a dit de façon intuitive, où il disait c'est un contrat privé, je peux rien faire avec ça. C'est important que le premier ministre du Québec de montrer que c'est lui le boss ici au Québec et non pas Jeff Bezos. Maintenant, on ne lui demande pas de faire n'importe quoi. Moi, ce que je veux l'entendre dire, c'est oui, j'ai un engagement ferme pour arrêter de faire affaire avec Amazon. C'est ce que je veux l'entendre. La réponse du premier ministre. Soyons très clairs, Madame la Présidente. C'est vrai que depuis un bout de temps, on a une espèce de complicité de la chef du deuxième groupe d'opposition et moi. En fin de semaine, je pensais faire un débat d'urgence. Tout à coup, je la vois nous demander un débat d'urgence. Vraiment, là, exceptionnel comme complicité. Maintenant, bien, je répète ce que j'ai dit à propos d'Amazon. Idéalement, on voudrait s'en passer. On est en train de regarder ce qu'on peut faire avec les contrats existants, puis on est en train de regarder ce qu'on fait pour la suite des choses. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, vu qu'on est sur la même longueur d'onde aujourd'hui, j'aimerais quand même entendre le premier ministre aller plus loin puis dire qu'il a un engagement ferme pour au moins travailler sur un plan de transition pour arrêter d'être dépendant d'Amazon, qu'on brise les contrats ou pas. Et ce qu'il doit faire aussi, c'est développer une expertise au Québec, parce que les données, c'est quelque chose de sensible. On ne va pas les donner à des entreprises étrangères. Il y a aussi des aspects de sécurité. Est-ce qu'il s'engage aussi, au moins, à développer une expertise ici au Québec, d'avoir des acteurs québécois? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, on se rappellera tous qu'on a essayé pendant la COVID de remplacer Amazon par le panier bleu. Ça pose deux défis importants. D'abord, il faut avoir un site qui est aussi beau, je dirais, que celui, ou aussi facile à utiliser que celui d'Amazon. Ça suppose aussi d'avoir une livraison à domicile partout. Donc, Madame la Présidente, il n'y a rien que je rêverais de plus que de remplacer Amazon, qui souvent, sans s'en rendre compte, nous vend des produits américains. Donc, oui, on regarde cette possibilité-là, mais on va le faire d'une façon intelligente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion.
Merci, Madame la Présidente. Au Québec, on a une ministre du Tourisme et heureusement, on a une mairesse de Montréal qui fait la job de la ministre du Tourisme, Madame la Présidente. Voilà la triste réalité. Jeudi dernier, la Ville de Montréal a pris une décision très claire pour défendre la population de la métropole. Fini les Airbnb à Montréal hors de la saison estivale. C'est plus de 2000 unités de logement qui vont être libérées pour les locataires à la recherche d'un logement. Au lieu de se réjouir de la nouvelle, la ministre du Tourisme s'est empressée d'aller dire que la mairesse Valérie Plante cherche un coupable pour son inaction. L'inaction, la complaisance, les tapis rouges pour Airbnb, c'est la ministre du Tourisme, Madame la Présidente. Ce qui est clair depuis des années, c'est que la ministre du Tourisme banalise et minimise l'effet néfaste d'Airbnb dans nos villes. Ça, ce n'est pas une fiction et les gens le savent depuis des années. Est-ce que la ministre du Tourisme trouve ça normal que la mairesse de Montréal fasse sa job? La réponse de la ministre du Tourisme. C'est pas de mauvaise foi, Madame la Présidente. Je n'ai pas entendu la fin de la question. Je suis vraiment désolée. En toute honnêteté, là, je ne l'ai pas entendu. Alors, je vais essayer de répondre aux députés. La première des choses, Madame la Présidente, je dois admettre que la mairesse Plante n'a pas consulté le ministère du Tourisme avant sa sortie de la semaine dernière, qui allait donc faire en sorte qu'il y aurait plus d'hébergement courte durée à Montréal sur la résidence principale. Nous, on est un gouvernement pragmatique. Il y a des gens qui veulent s'acheter une maison à Montréal. Il y a des gens qui veulent s'établir à Montréal. Et avec leur résidence principale, ce qu'ils font, c'est que quelques semaines par année, ils vont chercher une somme qui va leur permettre de payer un paquet de services, que ce soit Hydro-Québec, que ce soit les taxes municipales. Il y a des gens qui nous ont écrit de ces 5 500 $ de taxes municipales à Montréal. Donc, c'est un revenu d'appoint pour ces gens-là dont va priver la mairesse de Montréal avec cette interdiction-là. Il va y avoir un Far Web qui va se créer, ce qu'on a tenté de défaire avec le projet de loi 25. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est non seulement la sécurité des touristes, parce que c'est une priorité du gouvernement, mais la réputation de Montréal. Première complémentaire. Il y a un grave manque de cohérence ici dans l'action gouvernementale, Madame la Présidente. Pendant que la ministre de l'Habitation a toutes les peines du monde pour sortir quelques unités de logement avec son programme d'habitation abordable, la ministre du Tourisme préfère que des multinationales américaines retirent des milliers d'unités de logement du marché montréalais et partout à travers le Québec. Le gouvernement fait preuve d'un grave manque de cohérence. Ce qu'il tente de faire d'une main, il les détruit de l'autre. C'est ça la vision pour régler la crise du logement? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, on ne tire pas de logement, c'est la résidence principale. 99 % du temps est passé dans la résidence principale. D'ailleurs, je questionne beaucoup les chiffres de la mairesse de Montréal. Elle parle de 2000 illégaux. Je ne sais pas où elle prend ces chiffres-là. Ce n'est pas les chiffres qu'on a, nous. Et il faut faire une grande distinction, là. La résidence principale n'enlève pas de logements locatifs à Montréal et ailleurs au Québec. Puis un autre élément que je tiens à souligner, Madame la Présidente, c'est qu'il y avait 3 inspecteurs pour tout le territoire de Montréal. Et la Ville de Montréal, les arrondissements, ils les donnaient les autorisations pour faire de l'exploitation courte durée. Elle se réveille aujourd'hui. Deuxième complémentaire. La ministre ne connaît carrément pas la réalité. C'est justement des milliers d'unités de logement qui ne sont pas des résidences principales, qui sont retirées du marché locatif. Elle devrait mieux s'informer, la ministre. Depuis 6 ans, par sa complaisance envers Airbnb, et elle travaille contre la population de Montréal. Elle qui va se rétracter. Oui, monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, ce sont de graves accusations, ce sont des propos blessants de la part du député. Il devrait retirer. Écoutez, ce qu'il a dit, c'est qu'il a accusé la ministre d'un fait ici qu'on ne peut pas tolérer en cette Assemblée, Madame la Présidente. Moi, je vous demanderai de faire attention. Je vais vous reconnaître, mais quel est votre appel au règlement, monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition? Madame la Présidente, le mot n'est pas au lexique, il est permis. La critique est juste. Voilà. Le mot n'est effectivement pas au lexique, mais je vous demande de faire attention dans votre critique pour ne pas imputer des intentions malveillantes aux collègues. Faites attention. Poursuivez, il vous reste 10 secondes. Est-ce que la ministre va s'excuser auprès de la population de Montréal et collaborer enfin avec la mairesse de Montréal? La réponse de la ministre. D'abord et avant tout, Madame la Présidente, il y a des entreprises québécoises
qui sont sur le web et qui font de l'hébergement courte durée. Et on souhaite avoir de plus en plus de ces entreprises québécoises-là qui vont venir s'intégrer dans le marché québécois de façon responsable, dans le cadre réglementaire du gouvernement du Québec. Je ne sais pas si j'ai le droit de nommer des entreprises, mais puisque vous plantez Airbnb à fond de caisse, bien, je vais parler de Oui Chalet, qui est une entreprise québécoise de chez nous qui fait de l'hébergement touristique courte durée. Et vous savez quoi, Madame la Présidente? Elle joue dans les règles du gouvernement du Québec. Elle joue dans le cadre de la loi 25. Alors, j'invite les Québécois à continuer d'encourager les entreprises québécoises. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, le Parti québécois plaide depuis un bon moment pour que la priorité du gouvernement soit la diversification de nos partenaires économiques. On le sait, on est trop dépendant des marchés américains. C'est près de 75 de nos exportations internationales. Mais pendant ce temps-là, bien, c'est un maigre 6 de nos exportations vers l'Europe, dont un très maigre 1,7 vers la France et 1 vers le Royaume-Uni. Donc, c'est vraiment très loin du potentiel de ces marchés-là pour nos entreprises. Donc, malgré nos désaccords, je suis content. Je note que le premier ministre souscrit à ce grand objectif de diversifier nos exportations dans son discours il y a quelques instants. Mais on ne peut pas s'en tenir à des affirmations générales. Il faut comprendre que pour changer des habitudes aussi ancrées, ça va prendre des mesures fortes et surtout des mesures précises qu'on peut comprendre. Et le gouvernement, là-dessus, a une obligation de résultat. Il faut que ça devienne payant pour que nos entreprises se dirigent vers d'autres marchés. Le Parti québécois propose de créer un réel incitatif à la diversification des exportations en rendant tout nouveau revenu d'exportation non imposable. Je tends la main au premier ministre pour qu'il aille de l'avant. Est-ce qu'il peut nous dire s'il est d'accord, oui ou non, avec cette mesure claire et précise? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, ça fait des décennies que tous les gouvernements, que ce soit libéraux, péquistes ou caquistes, disent on doit diversifier nos marchés, on est beaucoup trop dépendant des États-Unis. Il y a 6 ans, quand je suis arrivé, j'ai demandé à l'époque à la ministre des Relations internationales, puis j'ai redemandé la même chose à la nouvelle ministre des Relations internationales, qui est une priorité dans les délégations du Québec à l'étranger, aider les entreprises québécoises à augmenter leurs exportations. Je me rappelle d'ailleurs que des anciens du PQ m'ont blâmé pour mettre trop d'emphase sur l'économie dans les délégations du Québec à l'international. Maintenant, quelle est la situation depuis 2018? Depuis 2018, les exportations du Québec hors États-Unis ont augmenté de 12 %. Par contre, aux États-Unis, on a eu un boom économique. Il y a eu une augmentation de 35 %. Le bon côté des choses, par contre, c'est quand on regarde les exportations du Québec dans les autres provinces du Canada, depuis 2018, on a eu une augmentation de 34 %. Donc, Madame la Présidente, on ne peut pas aller dire aux entreprises québécoises « Augmentez pas vos exportations aux États-Unis ». Ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à augmenter leurs exportations dans le reste du monde, dans les autres provinces. Mais, Madame la Présidente, il reste qu'on a un marché, puis on ne changera pas la géographie qui est juste aux côtés de nous autres. Donc, c'est un petit peu normal que ça ne soit pas facile de changer ses habitudes. Première complémentaire. Madame la Présidente, je note que le premier ministre souligne en effet que notre dépendance aux États-Unis a augmenté sous la CAQ, mais surtout, je note que je pose une question précise, à savoir est-ce qu'il est d'accord pour défiscaliser les revenus d'exportation? On n'a pas de réponse. Donc, je vais aller vers une autre proposition concrète et claire du Parti québécois. On propose de mettre sur pied rapidement les plus grandes missions commerciales de toute notre histoire des équipes Québec avec nos entreprises vers les pays qui ont des synergies sur le plan économique. La réponse du premier ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, on n'a pas attendu la suggestion du Parti québécois pour faire des missions à l'étranger. Je rappelle au chef du troisième groupe d'opposition qu'il n'y a pas longtemps, j'étais à Paris, puis avec Henri-Paul Rousseau, j'ai rencontré une série d'entreprises françaises qui sont intéressées à investir au Québec. Puis on a rencontré aussi des entreprises où on pourrait exporter en France. Et
J'ai parlé avec M. Macron. Ce qu'on essaye de faire, c'est que la France soit la porte d'entrée du Québec en Europe. Donc, on travaille là-dessus. Henri-Paul Rousseau y travaille. Je voudrais que ça augmente plus vite les exportations à l'extérieur. Donc, on va continuer de le faire. Deuxième complémentaire. Je reconnais que le premier ministre s'est déjà rendu en France, mais ma question, elle est beaucoup plus pointue. On est en situation très, très urgente selon ce que le premier ministre nous dit. Et je demande, est-ce que concrètement, le premier ministre peut nous dire à quelle date nos missions commerciales à l'étranger commencent pour diversifier? Et je ne parle pas d'un aller-retour à Davos ou d'une rencontre qui a eu lieu je ne sais pas quand. Est-ce qu'on a un plan de match maintenant? Est-ce qu'on peut avoir de l'information? La réponse du premier ministre. Bon, d'abord, effectivement, le chef du troisième groupe d'opposition vient de le dire. Il y a quelques semaines, ce n'est pas quelques jours, la ministre de l'Économie était à Davos, là où sont réunies toutes les grandes entreprises internationales. Elle a aussi profité de son voyage en Europe pour aller à Munich. Elle prévoit au cours du mois d'avril aller à Londres, donc être capable d'aller augmenter nos exportations. En juin, elle sera au Bourget. On sait comment c'est important pour l'aéronautique. Le ministre délégué à l'économie était à Toronto pour augmenter nos exportations dans les autres provinces. Donc, Madame la Présidente, le chef du troisième groupe d'opposition défonce une porte ouverte. Question principale. Je reconnais maintenant le député de Schlager-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. Vendredi dernier, le ministre du Travail a profité de l'éclipse médiatique sur les tarifs pour annoncer en douce la hausse annuelle du salaire minimum. Et on comprend le malaise, on comprend sa gêne. C'était 35 sous, Madame la Présidente, 2,2 % de hausse seulement. Pendant ce temps-là, l'indice du TAL pour l'augmentation des loyers est, lui, à 6 %. Puis ça, c'est pour ceux qui restent dans leur logement, parce qu'on le sait, quand le locataire change, ça peut facilement atteindre 10, 15 à 20 %. L'alimentation, de son côté, c'est de 3 à 5 % d'augmentation, jusqu'à 6 % pour la viande. Les deux principaux postes de dépenses des personnes à revenus modestes vont donc dépasser l'augmentation caquiste du salaire minimum. Puis ça, c'est sans compter les effets potentiels de la guerre commerciale qui nous pendent toujours au-dessus de la tête. Autrement dit, on appauvrit les plus pauvres parmi les plus pauvres de nos travailleurs qui n'avaient déjà pas un revenu suffisant pour vivre décemment. Nous, à QS, on pense que chaque personne qui se lève le matin pour aller travailler devrait recevoir un salaire lui permettant de vivre dignement. Le ministre, lui, pourquoi il n'est pas d'accord avec ça? La réponse du ministre du Travail. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, chaque année, le 1er mai, on augmente le salaire minimum et on s'inspire d'un certain nombre d'indicateurs. D'abord, protéger le pouvoir d'achat des personnes à faible revenu, mais respecter aussi la capacité de payer des PME qui embauchent les personnes qui sont généralement au salaire minimum. Devant l'insécurité économique actuelle, devant les mises à pied, les licenciements potentiels, il faut être extrêmement prudent puis prendre une décision qui est équilibrée puis respectueuse du marché de l'emploi. Je rappellerai à mon collègue qu'année après année, la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke nous place en tête de peloton en termes de salaire minimum ajusté au coût de la vie. C'est le 3e salaire minimum le plus élevé au Canada et ceci dit, ça respecte, ça protège le pouvoir d'achat. C'est une augmentation de 2,22 %, tout à fait équivalente à l'inflation anticipée du 1er mai 2025 au 30 avril 2026. Donc, on est fiers de ce salaire minimum. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Avec la hausse de 35 sous, le gouvernement traverse le supposément infranchissable mur du 50 % du salaire moyen en passant à 50,5 %, une vraie révolution. Quand le ministre est arrivé en fonction, il ne voulait rien savoir de dépasser 47 %. Mais qu'est-ce qui l'empêche de faire un pas supplémentaire? Pourquoi pas aller à 53 %, ça donnerait 16,90 $, à 55 %, ça donnerait 17,55 $. On n'est pas à 20 $ de l'heure, mais on s'en approcherait pas mal plus que le ridicule 16,10 qui vient d'être mis sur la table par le ministre. Est-ce que le ministre peut m'expliquer pourquoi il pense que notre monde qui travaille fort ne mérite pas au moins 20 $ de l'heure? La réponse du ministre. Madame la Présidente, on a évidemment la même sensibilité pour les personnes qui sont au salaire minimum. Et le ratio entre le salaire minimum et le salaire horaire moyen, avec le 16,10 $, est de 50,52 %. Donc, une augmentation équivalente à celle reçue par l'ensemble des travailleurs et travailleuses au Québec.
Et une autre statistique qui est quand même assez révélatrice, on a au Québec une augmentation en ce qui concerne le taux de couverture de la mesure du panier de consommation. On passe de 113 à 115 %. Donc, encore une fois, c'est une décision équilibrée. Merci. Deuxième complémentaire. L'année passée, Mme la Présidente, on a augmenté de 50 sous. À 40 heures semaine, ça donnait une augmentation de 20 $ pour une semaine. C'était pas grand-chose. Cette année, avec son 35 sous, à 40 heures semaine, ça donne combien, Mme la Présidente? Ça donne 14 $ pour une semaine d'augmentation du salaire minimum pour des gens qui nous nourrissent, nettoient, font toute la job un peu partout au Québec. Est-ce que c'est suffisant, 14 $ d'augmentation par semaine du salaire minimum? Je dois vous arrêter ici, monsieur. Vous connaissez le décorum. Nous ne pouvons pas utiliser d'objets et ce n'est pas un tableau didactique. Il vous reste 3 secondes. Les gens méritent mieux au Québec, monsieur le ministre. Travaillez mieux. La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente, cette hausse, encore une fois, elle est équivalente à l'inflation anticipée. Elle protège le pouvoir d'achat des personnes à faible revenu. Elle respecte la capacité de payer. Il ne faut pas non plus mettre en péril les emplois des personnes que nous voulons protéger. Ne négligeons pas aussi la qualité du filet social québécois, le régime québécois d'assurance parentale, les garderies à contribution réduite. On est reconnu comme ayant des lois progressistes, généreuses et qui permettent à ce salaire minimum-là d'être, encore une fois, respectueux de tous les acteurs du marché de l'emploi. Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais le député de Pontiac. Vendredi, après que le ministre de la Santé a dit que jamais il n'avait demandé au Réseau de la Santé de couper 1,5 milliard en 4 mois, il y a un chroniqueur qu'on connaît tous qui a demandé à la radio, « Bien, si je suis gestionnaire en santé, qu'est-ce que je fais avec ma tronçonneuse, Madame la Présidente? » Parce que les coupures, en ce moment, là, elles sont bien réelles. Hein? L'urgence à 3 pistoles, elle va fermer parce qu'il y a une commande d'avoir des coupures dans cette région-là, Madame la Présidente. Alors, je vais me réessayer avec le ministre de la Santé pour que tout le monde dans le réseau puisse avoir un minimum de clarté. Si ce n'est pas 1,5 milliard, combien de coupures est-ce que le gouvernement de la CAQ demande de faire en santé et est-ce qu'on peut avoir un budget exact pour chacune des régions? Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui perdent des services parce que les gestionnaires n'ont aucune idée de ce qu'ils ont besoin de faire comme coupure. La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, j'ai déjà répondu maintes fois. Ce qu'on demande à nos gestionnaires, c'est de respecter les budgets qu'on leur a donnés. J'ai des conversations très régulières, comme j'ai expliqué, Madame la Présidente, avec l'équipe de Madame Biron. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. C'est des gens qui connaissent maintenant le réseau. Ils ont des discussions avec tous les PDG. Ils sont là pour accompagner ceux qui ont plus de difficultés d'autres. On le reconnaît. Alors, Madame la Présidente, cette équipe-là sait ce qu'elle a à faire. C'est une grande transformation de notre réseau. Puis, on fait pleinement confiance à ces gens-là pour trouver des solutions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de votre portée, nous allons passer à la rubrique « Motion sans préavis ». Pour ce faire, je cède la place au 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Merci pour votre attention. Alors, bon après-midi, collègues. En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais un membre du groupe de la 2e opposition, Monsieur le député des îles de la Madeleine, de la 3e opposition. 3e. Monsieur le député des îles de la Madeleine. Québécois, finalement. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le député de Pontiac, le député de Rosemont et la députée de Vaudreuil, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec la suspension du paiement des primes salariales octroyées au personnel d'encadrement et à la haute direction de Santé Québec tant qu'il y aura des compressions dans le réseau de santé du Québec. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement, ce qui nous amène vers la prochaine motion d'un membre du groupe formant le gouvernement. Et je cède la parole à Madame la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.
Oui, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Verdun, le député de Jean Talon, la députée de Vaudreuil et le député d'Arthabasca. Que l'Assemblée nationale affirme l'importance de continuer le travail visant à contrer la menace économique que représentent les tarifs douaniers proposés par l'administration Trump. Qu'elle réitère la nécessité de développer et de promouvoir encore davantage l'achat local et d'encourager les consommateurs québécois à acheter des produits du Québec. Qu'elle rappelle l'importance de poursuivre la diversification de nos marchés d'exportation afin de réduire notre dépendance économique envers le marché américain et d'accentuer nos échanges commerciaux avec les autres provinces canadiennes et le reste du monde. Qu'elle appelle tous les parlementaires et tous les Québécois à unir leurs efforts face à cette nouvelle menace économique. Merci. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Consentement sans débat, Monsieur le Président. Consentement sans débat, donc cette motion est-elle adoptée? Adoptée.